Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de méditation. J'ai terminé hier 3 jours de retraite dans un temple bouddhiste dans l'ouest, à l'ouest d'une grande ville du nord de la Thaïlande, Chiang Mai, à l'entrée d'une forêt, très sympathique. Et je vais vous raconter un petit peu l'expérience, ce que j'en ai retiré et puis l'interprétation que j'ai fait un petit peu de ce monde. Alors en quoi ça a consisté? Ça a été déjà l'immersion pendant 3 jours dans le temple. Donc je suis pas sorti du temple, j'aurais pu mais je l'ai pas fait. Il y a un programme bien défini avec un réveil très tôt, vers entre 4h et 5h du matin, le coucher autour de 9h et quelques. Il y a beaucoup de méditation prévues, beaucoup d'heures de méditation, peut-être 8 heures par jour, plus des plages de repos où les gens peuvent méditer aussi. Et parfois dans ces méditations on est accompagné par un moine qui parle anglais. Voilà, à la fin c'est quand même très peu au total, ça fait peut-être au maximum 1 heure d'accompagnement par jour. Et le reste c'est de mettre en pratique soi-même la méditation, les conseils qu'on a reçus et les techniques très simples de méditation. Très simple en principe mais difficile à appliquer. Il y a aussi 1h30 de balayage. Alors le balayage ça paraît un peu étonnant ou accessoire, mais en réalité c'est une petite activité physique parce que quand on est assis pendant longtemps, c'est bien de faire quelque chose debout, de bouger un petit peu. C'est aussi une manière de rester concentré parce que c'est pas faire du balayage en pensant à nos problèmes, en pensant à tout ça, c'est faire du balayage en étant concentré sur les feuilles, sur le mouvement du balai. Donc c'est une manière de rester concentré, de rester en pleine conscience. Et puis aussi c'est une manière physiquement de faire circuler le système lymphatique. Un jour j'en reparlerai je pense. Le système lymphatique c'est très important qu'il n'y ait pas de blocage, d'accumulation de lymphe dans certaines zones du corps. Et donc balayer, moi je le compare un petit peu à un tai chi utilitariste qui sert au temple pour nettoyer un petit peu les espaces extérieurs et nettoyer un peu l'intérieur des temples. Alors le temple en lui-même il est dans une zone de forêt qui est pas loin de la ville, à quelques kilomètres. Mais il y a l'aéroport juste à côté, donc c'est un peu paradoxal et c'est un peu un défi quand on essaie de méditer, de se concentrer, d'entendre des avions toutes les 10 minutes assez forts qui passent au-dessus du, du temple. Alors le temple c'est tout un espace, il y a plusieurs bâtiments, etc. Des bâtiments où on dort, où on mange, des bâtiments où on médite. Et puis il y a un espace touristique aussi. Derrière il y a une pagode qui est apparemment une des plus anciennes du pays. Et donc il y a beaucoup de visiteurs qui passent, etc. Donc c'est calme et c'est reposant, mais en même temps il y a quand même des gens qui passent, il y a quand même du bruit. Donc c'est assez un paradoxe à gérer pendant cette expérience. Alors la méditation, c'est l'objet de cette retraite de 3 jours dans mon cas. Qu'est-ce que c'est la méditation? C'est pas juste se concentrer ou réciter des choses. C'est en fait, si on le voit d'une manière scientifique, c'est stimuler une autre zone du cerveau et c'est émettre des ondes différentes. C'est-à-dire qu'on ne va pas stimuler la partie frontale du crâne, du cerveau, mais on va stimuler l'hypothalamus par exemple et d'autres zones qui augmentent la sensation de tranquillité, qui réduisent la peur. On va arrêter de penser continuellement, d'analyser, d'interpréter, de réfléchir si c'est bien, si c'est mal, de juger nos idées même. Et puis par rapport aux ondes, ça a été démontré que les moines expérimentés, ils émettent des ondes différentes dans leur cerveau pendant qu'ils méditent. Les ondes gamma, qui ont une fréquence plus élevée, etc. et qui ont certains effets sur le corps. Ça vous est sûrement déjà arrivé d'avoir une conversation et puis de vous rendre compte que pendant les 20 dernières secondes vous n'avez rien écouté, vous étiez dans vos pensées, ou de lire une page, 2 pages d'un livre et de vous rendre compte que vous ne savez pas ce que vous avez lu parce que vous pensiez à autre chose. En fait la méditation c'est avec des techniques très simples, essayer d'éviter de faire ça. Et quand on le fait, de revenir à l'objet principal de l'activité, la conversation ou la lecture. Donc dans la méditation, on se concentre sur la respiration en particulier. La respiration, soit sur le nez, soit sur le sternum, soit sur le ventre, sur un point fixe, on se concentre.
comme il gonfle et comme il se dégonfle par exemple. La respiration, on peut se concentrer sur des parties du corps, par exemple dans le cas on peut méditer en marchant lentement sur des pierres, etc. Et en fait, l'objectif c'est de sentir, c'est de se concentrer sur les sensations des pieds, sur les pierres, les pieds qui s'appuient lentement sur les pierres au rythme de la marche méditative. On peut aussi se concentrer sur les pulsations. Moi, je fais ça des fois. Par exemple, je me concentre sur les pommettes et je sens le sang qui arrive et qui pulse. Ou alors dans les pieds ou autre chose. Et puis on arrive finalement à sentir dans tout son corps, on arrive à ressentir le sang qui circule. C'est une manière d'être pleinement conscient de son corps. On peut se concentrer aussi sur des zones du corps. On peut sentir, on peut dire voilà, je me concentre sur les pieds pendant quelques minutes. Et on va en fait faire le tour des pieds très lentement et sentir toutes les zones des pieds et sentir comment ce qu'on ressent. On peut se concentrer sur des sons aussi, en essayant de fixer un seul son. Ça peut être un son intérieur, c'est un peu mieux, mais ça peut être des sons extérieurs aussi. Ou sur une image, donc les yeux ouverts ou les yeux fermés sur une image qu'on connaît ou qu'on imagine. Et ça aussi. Et puis même on peut se concentrer, garder l'attention sur un mot, pas un mot qui nous fait penser, mais un mot qui nous fait ressentir du bonheur ou du plaisir ou du calme, voire même une courte phrase. Donc il y a pas mal de manières de... Et donc après des mois et des années de méditation, on arrive vraiment à faire disparaître les pics, les pics de colère ou de peur ou de tristesse, de préoccupation, ou même des choses positives. On arrive à être joyeux d'une bonne nouvelle, mais sans s'emballer, etc. Donc voilà, c'est un peu l'objectif de la méditation, de devenir des êtres sensibles, conscients et calmes et en paix avec eux-mêmes et avec l'environnement. Alors il se trouve que moi j'ai eu pas mal de difficultés à méditer. Alors j'ai mon excuse déjà toute trouvée, c'est que comme j'ai le genou, un des genoux complètement un peu endommagé et le dos très mal en point, c'est très difficile pour moi de maintenir la position antérieure par exemple, ou d'être même agenouillé. Et donc ça aide pas du tout à penser à se concentrer sur quelque chose, vu qu'on a des douleurs en permanence qu'on ressent. Donc il y a des gens on voit à côté de nous des fois qui sont expérimentés, qui arrivent à rester dans une position sans bouger pendant 1 heure, 2 heures. C'est assez impressionnant. Alors j'espère que moi par exemple je pense être capable d'être plus efficace dans la méditation quand je suis allongé. Mais dans un temple, c'est pas la position idéale, c'est pas très recommandé, enfin c'est pas très habituel, donc on va pas le faire. Mais chacun à n'importe quel endroit peut en fait méditer, et dans à peu près n'importe quelle position. Ça peut être la méditation en fait, c'est juste une manière d'être en pleine conscience et d'être concentré sur quelque chose de simple. Un des aspects intéressants de ces 3 jours ici d'immersion, c'est de connaître la vie monastique un petit peu, parce que c'est vraiment un temple. Donc il y a les moines qui suivent 27 préceptes. Nous, ça a été une petite dizaine de règles comme ça, comme ne pas boire d'alcool, etc., qu'on a dû suivre. Rien de très exceptionnel. Mais ça a été beaucoup en fait, la découverte du bouddhisme comme une religion, avec le Bouddha comme si c'était Jésus sur la croix. Finalement, il y a des Bouddhas en or dans les temples au bout, et puis on les regarde, on les fixe, on s'agenouille, on fait des révérences, voilà, c'est un lien assez particulier que moi je connaissais pas, et je vais pas dire qui me choque, mais qui m'intéresse pas spécialement. Il y a aussi le côté des donations. Et en fait, le fait de donner, c'est quelque chose qu'on incite beaucoup à faire dans le bouddhisme. Et ça aide pour avoir un meilleur karma, pour se réincarner dans une meilleure forme, etc. Et donc c'est quelque chose qu'on retrouve aussi ça dans les religions monothéistes, etc. Donc c'est la partie religieuse qui est pour moi beaucoup moins intéressante. Et pour aller encore un peu plus loin, les moines, souvent ils arrivent en étant jeunes. Ils sont envoyés par leur famille et puis ils choisissent pas tellement cette vocation. C'est pas vraiment une vocation justement.
carrière de moine, ils la suivent et puis finalement ils se trouvent un intérêt et ils deviennent moines et ils sont très bons dans leur domaine. Mais souvent ils sont vingtenaires ou trentenaires et ils ont d'autres aspirations finalement. Ils rigolent comme nous quand ils sont entre eux, ils se font des blagues comme nous, ils ont des téléphones, ils espèrent voyager dans le monde, etc. etc. Et puis ils ont leurs problèmes aussi, leurs problèmes personnels, leurs problèmes de santé, etc. Donc ils sont préoccupés aussi. Ils méditent pas toute la journée, ils méditent de temps en temps sur certaines plages horaires le plus possible. Ou voilà, donc ils gèrent les touristes, ils gèrent l'administration du site, ou ils gèrent d'autres activités. Et puis il y a même la relation avec les femmes qui est un petit peu, on pourrait dire, inquiétante. Par exemple, les moines ne peuvent pas parler seuls à une femme. Ils doivent être accompagnés par quelqu'un, il doit y avoir quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'est un peu, c'est un désagrément ou une petite déception qu'on a, mais qui finalement est très typique des religions telles qu'on les connaît. Et puis il y a un dernier point qui pour le coup est assez intéressant par rapport à ce que j'ai fait les jours précédents, c'est le jeûne. Vous verrez la vidéo sur le jeûne de 100 heures que j'ai fait. C'est que il n'y a que 2 repas par jour, le petit déjeuner et le déjeuner. Et ces 2 repas, ils sont faits sur une plage horaire de 4 heures, donc entre 7h30 du matin plus ou moins, et 11h30. Ça veut dire que les 20 heures restantes de la journée, ils font ce qu'on appelle un jeûne intermittent. Donc on l'a fait aussi. Il y a des gens pour qui c'est difficile d'ailleurs. Pour moi, c'était pas du tout difficile puisque c'était une transition d'un jeûne complet à une alimentation habituelle à partir d'aujourd'hui, vu que je pars du temple. Donc par rapport à l'alimentation, il y a des effets positifs au jeûne intermittent. Mais ce qui a été triste par rapport au repas, c'est que notamment dans le chant qui est réalisé juste avant chaque repas, ce qui est dit, c'est que on mange, mais c'est pas pour prendre du plaisir ou pour être en joie ou pour vraiment se sentir heureux de manger. C'est juste pour satisfaire le besoin physiologique, c'est pour enlever la souffrance de la faim, etc. Et donc finalement, on est tous séparés par un petit maître, chacun sur son coussin. On mange en regardant en face, en regardant le Bouddha. Euh, on se parle pas. Personne dit c'est délicieux parce que ce serait hors contexte. Et donc ça c'est assez triste en fait. Ça a été difficile de manger comme ça, même si la nourriture était relativement bonne, un peu piquante, assez variée, etc. Donc c'était bien. Mais voilà, c'était des moments un peu particuliers. Donc là je vais reprendre beaucoup de plaisir à manger en m'exclamant en criant mon bonheur de manger. Voilà, c'était tout pour cette fois. J'espère que ça vous a intéressé. Et puis, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. À la prochaine.